Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Depuis son indépendance, le Maroc a organisé 6 recensements généraux de la population, à un intervalle moyen d'une fois tous les 10 ans. Depuis 1994, c'est tous les 10 ans donc, avec une fréquence respectée et des objectifs bien tracés. Ainsi, nous, Marocains, sommes passés de 11,6 millions d'habitants en 1960 à un doublement de la population en 1982 avec près de 21 millions d'habitants. 26 millions en 1994, 30 en 2004, 35 en 2014 et on attendra encore quelques mois pour savoir combien nous sommes et ce que nous sommes. Car en réalité, un recensement ne sert pas uniquement à compter les habitants, mais à prospecter leurs conditions de vie et de logement, à déterminer la classification par tranche d'âge, par type d'habitat, lieu d'habitat, consommation, etc. Beaucoup d'éléments qui sortent d'un recensement. Et cette année, celui de cette année, le 7e, donc, qui va être organisé par le Royaume, se tiendra du 1er au 30 septembre prochain sur, bien évidemment, l'ensemble du territoire. Et bien évidemment aussi, il ne s'agit pas de compter pour compter, de recenser pour recenser, mais pour collecter des données globales et exhaustives aux fins de penser, d'élaborer, de rationaliser, de lancer, d'accompagner les politiques publiques du pays. Le recensement devient donc un outil stratégique mis au service d'une opération encore plus stratégique et cette opération est confiée au commissariat au plan, le HCP. La semaine dernière, Sa Majesté le Roi a adressé une lettre au chef du gouvernement dans laquelle le souverain trace les grandes lignes, la feuille de route de cette gigantesque opération à venir. Je cite Sa Majesté, une opération qui, par la multitude et l'importance des données et des indicateurs qu'elle génère, constitue une aide précieuse à la concrétisation de notre projet de société et au bon déploiement de notre modèle de développement bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité économique, de développement humain et de cohésion sociale et territoriale. Fin de citation. Avec nos invités sur la base de cette feuille de route royale, nous essaierons d'analyser, de décortiquer et d'expliquer en quoi consiste cette opération de recensement, quelles en sont les attentes, quels en sont les objectifs. Donc, avec nous qui ont accepté de venir, c'est Mohamed Hitami. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG du groupe Le Matin et avant, vous avez été banquier et financier. Et Sidi Abdeltif Komat. Bonsoir, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Choc, Université Hassan de Casablanca. Et avant, vous avez été économiste et on comprendra pourquoi il faut un économiste et un financier de ce niveau-là pour expliquer ce que c'est un recensement. Alors, je commence par vous dire, Mohamed, on sait tous en quoi consiste un recensement général, mais si on devait entrer dans le détail, quelles sont les informations qui pourraient permettre de collecter? Alors, en général, un recensement doit répondre à 5 attentes. La première, c'est l'attente démographique. Donc, compter les habitants, connaître les différents âges, tranches d'âge, la répartition aussi hommes-femmes, enfants, etc. La deuxième, c'est les conditions de vie et de logement, puisque c'est un recensement de la population et de l'habitat. Et comprendre les conditions de vie et de logement permet de regarder l'accès à l'eau, de regarder l'habitat insalubre, les bidonvilles, etc. La troisième chose, c'est les caractéristiques socio-économiques de la population, les niveaux de vie, les niveaux de pauvreté, etc. La quatrième chose, c'est la mobilité et la migration, puisque vous avez de la mobilité interne, exode rural, etc. Vous avez aussi les migrations qui arrivent, vous avez aussi les migrants, et donc comprendre ces phénomènes migratoires. Et le cinquième élément, c'est les inégalités et les groupes vulnérables. Ça peut être, par exemple, les enfants, les femmes, certaines régions, etc. Alors, un recensement doit répondre à ces 5 critères. Très bien, si Abdeltif, donc si Mohamed nous dit la migration et les territoires, entre autres, qu'est-ce que peut donner en plus ce recensement par rapport à ce qu'on sait déjà? Par exemple, nous savons que nous avons 5 millions de nos ressortissants qui sont à l'étranger et qu'il y a eu une enquête justement du HCP en 2020 de mémoire, une enquête générale, qui dit que 5 millions donc, de Marocains sont à l'extérieur du pays et sur les 5 millions, il y en a 4 millions à peu près qui sont partis en 2000 et 2015 et 1 million en 2000 et 2018. À quoi on pourrait s'attendre aussi à propos de ça? En fait, effectivement, sur cet aspect-là, le Maroc est un pays qui à la fois reçoit, mais également envoie des ressortissants à l'étranger. Et c'est très intéressant qu'il y ait cet arrêt pour voir quelles sont les tendances lourdes. Effectivement, dans le passé, on avait plutôt tendance à ce que les Marocains aillent vers l'étranger. Et puis, le Maroc recevait
relativement peu d'étrangers pour justement s'installer au Maroc. C'était beaucoup plus une terre, je dirais, de transit. Voilà. D'ailleurs, les chiffres de 2014 qui ont donné lieu à environ 33 800 000 Marocains, il y avait 86 000 étrangers installés au Maroc. Alors on s'attend à ce que certainement les chiffres vont augmenter. Vous savez que le Maroc aujourd'hui, il se transforme en terre d'installation. Et donc c'est intéressant pour nous en tant que Marocains de voir comment les choses ont évolué. Éventuellement également le fait que les Marocains aillent vers l'étranger, il y a des tendances, je crois, qui sont en train de s'inverser. Oui. On parle d'un retour. Et c'est pour ça que ces informations sont très, très importantes, qui vont certainement révéler peut-être des changements de tendance par rapport au mouvement de la population, qui soit dans le sens d'aller vers d'autres pays ou le fait que le Maroc reçoive des ressortissants d'autres pays. C'est un des éléments qu'on attend, qu'attend en fait le Maroc de ce genre de recensement. Bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il faut le rappeler en complément à ce qu'a dit ses amis, c'est que c'est vrai, c'est une occasion décennale, mais qu'il est la particularité parce que le Maroc organise beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études entre-temps, mais l'exhaustivité, c'est le recensement, parce que pratiquement, il couvre toute la population. Le chiffre qui a été donné en termes de taux de couverture de recensement de 2014, c'est 99%. Donc pratiquement, on ratisse large, on couvre toutes les dimensions, qu'ils soient démographiques, que ce soit socio-économiques, que ce soit logement, etc. Et c'est très important pour un pays qui est en pleine dynamique. Donc vous savez que le Maroc aujourd'hui, il a des projets à moyen terme, on parle du nouveau modèle de développement, on parle des stratégies même jusqu'à 2050 en termes de l'eau, en termes de dessalement, etc. C'est très important cet arrêt-là parce qu'il va nous fournir beaucoup d'informations, d'aide à l'élaboration et à l'actualisation des politiques publiques. Et donc, en fait, l'occasion est une occasion vraiment très, très importante pour la construction et la contribution à la construction du Maroc de demain. Alors, justement, on va attendre les chiffres sur l'immigration, pas l'émigration. Immigration, c'est-à-dire les gens qui viennent chez nous et d'où ils viennent. Je suppose que le chiffre que vous avez cité de 85-90 000 personnes étrangères qui habitent sur le territoire n'avait pas comptabilisé les 50 000 qui ont été régularisés, donc c'était en 2014-2015, donc il va y avoir une augmentation. Certainement. Ce mouvement de retour, comment il se passe, d'où il se passe, parce qu'il est important, il commence à être de plus en plus prégnant, pas encore véritablement significatif, mais il y a un mouvement d'inversement. Et puis il y a aussi ces nouveaux pays d'émigration à ce moment-là, où vont les Marocains. Avant, c'était traditionnellement l'Europe, un peu l'Amérique du Nord. Maintenant, c'est devenu pratiquement le monde entier. Bien sûr, notre continent, l'Afrique, et puis aussi l'Asie. Alors, Mohamed Haytami, si on devait revenir sur le recensement de 2014, histoire de nous mettre en bouche un peu pour ce qui nous attend pour 2024, quelles sont les principales conclusions qui étaient sorties, les principaux enseignements qui étaient sortis de ce recensement? Alors, je voudrais d'abord préciser que le recensement, finalement, c'est une sorte de cliché pris à un instant T et qui vous donne une cartographie du pays tel qu'il est. Et ça permet réellement de confronter ces données que l'on a aux prévisions et aux précédents recensements qu'on a fait pour savoir est-ce que les projections qui avaient été faites étaient justes ou non, et pour affiner à l'avenir les projections qui vont se faire les années suivantes. Alors je vous coupe juste pour vous dire que ça va être compliqué cette fois parce que de 2014 à 2024, il y a eu énormément d'événements qui ont touché le pays d'une manière directe ou indirecte, active ou passive, et donc il y aura beaucoup de changements qui vont certainement, qui vont sortir mais de ce il est recensement. important, c'est pour ça qu'un recensement est important, parce qu'en cartographiant, par exemple, vous avez la possibilité de prévenir les crises. Une crise comme le Covid ou un tremblement de terre, lorsque vous avez de la data, vous savez combien d'enfants sont dans la région, vous savez combien de femmes enceintes, vous savez combien de logements, etc. etc. Et donc le fait de rafraîchir ces informations permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Deuxième exemple peut-être, on est en train de parler de la réforme du Code de la famille. La cartographie, on voudrait bien comprendre combien il y a de familles où il n'y a que des filles. Il n'y a pas de garçons. Ce phénomène-là vous permettra de savoir quel est l'impact sur l'héritage, etc. Vous pouvez aussi avoir les familles monoparentales. Combien il y en a? Les familles dont une femme est chef de famille. 1,7 au dernier recensement. 1,7 million. 1,7 million. Les femmes qui sont en instant de divorce, c'est très important de comprendre. Les femmes divorcées,
les hommes ou les femmes. Donc ce sont des données qui sont très importantes pour pouvoir planifier, pour pouvoir les situations de handicap. Aujourd'hui, on dit qu'une famille sur 4 marocaine a un handicap. Alors je m'excuse, c'est des personnes à mobilité réduite, mais la mobilité réduite, ça peut être la cécité, ça peut être une infirmité, ça peut être... Alors connaître exactement combien nous avons de personnes à mobilité réduite permet de planifier au niveau du ministère de la Solidarité, au niveau de tout ce qui est instance. Alors la vieillesse, n'en parlons pas, parce que le fameux rapport de la population 2014-2050, il donne des chiffres qui font froid dans le dos. Aujourd'hui, on est à 9% de personnes qui ont plus de 60 ans. En 2050, on sera à 23%, presque 20%. Une personne sur 4 aura plus de 60 ans. Il faut que l'État se prépare. Problème de la retraite. Oui. Il y a les questions de la structure de la famille. La famille, en 2014, on avait une famille qui était à peu près de 4,8, 5,2 personnes. En 2050, la famille va se nucléariser. Vous allez avoir 3,2. Les familles moyennes vont avoir 3,2 personnes. C'est-à-dire entre 1 et 2 enfants. Et vous allez passer de 7 millions de foyers à 13 millions de foyers. Ça veut dire que vous devez préparer 6 millions de logements d'ici 2050, selon les prévisions. Donc c'est important d'avoir de la data, d'avoir de la donnée qui permet d'évaluer les politiques publiques, de voir leur impact, de planifier, de programmer. Et là, je signale, je voudrais revenir à la lettre de Sa Majesté, la lettre royale, qui a dit deux choses qui, à mon sens, étaient importantes. D'abord, Sa Majesté a parlé de projet de société. Ça veut dire que le recensement vise à conforter et à préparer et à améliorer et à, je dirais, mettre les conditions du projet de société. Et de mettre en œuvre le nouveau modèle. Et la mise du nouveau modèle de développement qui sont basés sur un certain nombre. Il y a eu quatre critères. Et donc, d'où l'importance d'effectuer ce recensement et l'importance d'avoir de la data. Je ne voudrais pas anticiper parce que la manière de recenser, la manière de questionner, la manière d'interroger, les sujets qui vont être traités sont déterminés par l'objectif qui est donné au recensement. Et donc on reviendra sur ce sujet. Alors pour 2014, ce qui avait été constaté, c'est qu'il y avait surtout des disparités régionales. C'est-à-dire vous avez des régions qui étaient moins avancées que d'autres, où il y avait des taux de pauvreté beaucoup plus élevés, et vous aviez aussi les régions intérieures qui étaient moins favorisées que les régions qui étaient côtières, et ça se sait, et c'est ce qui a permis d'avoir des politiques de ciblage de ces populations, et c'est ce qui a aussi abouti au projet d'État social qui est en train d'être mis en œuvre. Alors, voilà pourquoi je vous disais que c'était important d'avoir un financier. Un financier, ça a besoin d'anticiper pour pouvoir planifier. Question d'argent qui se met en place. Et l'économiste, qu'est-ce qu'il retient du recensement de 2014 ? Il y a des tendances lourdes. Il y a des tendances lourdes. Le Maroc est un pays qui se modernise, qui évolue. Et cela rejaillit à travers un certain nombre d'indicateurs. Tout d'abord, on fait la fécondité. Vous savez, les chiffres entre 1960 et 2014, c'est pratiquement de 1 à 3 à 4. On avait une moyenne de 7,2 enfants par femme. En 1960, on est descendu à 3,3 en 2004 et à 2,1 en 2014. Aujourd'hui, c'est une moyenne de 2 enfants par famille. Et donc ça, c'est un chiffre très éloquent. Le deuxième, c'est le taux d'accroissement de la population. Également, en fait, aujourd'hui, le dernier recensement, nous avons un taux de 1,25% par an. On était à 1,33-34 10 ans avant, et on était à 2,6 il y a 40-50 ans. Ça veut dire quoi? C'est le taux d'accroissement de la population également baisse. Alors, troisième phénomène, c'est le phénomène de l'urbanisation. L'urbanisation également, c'est un phénomène galopant. Aujourd'hui, nous sommes à environ 60%, alors que, en fait, le Maroc, vous savez qu'à un certain moment, on avait beaucoup plus de ruralité que d'urbanisme, et la tendance, c'est qu'on est passé de 55% à 60%. Et de là également, on s'attend
à ce qu'il y ait davantage d'augmentation de la part de l'urbain dans la structuration de la répartition de la population. Ça également, ce sont des tendances qui sont normales, parce que si on voit un peu ce qui se passe dans les pays avancés, si on voit le cas de la France, de l'Espagne, etc., qui ont vécu le même phénomène, aujourd'hui l'urbanisation, c'est aux alentours de 81%. En France et en Espagne, pratiquement c'est le même chiffre. 19% qui vivent en milieu rural. Au Maroc également, la tendance va augmenter. Il y a également l'emploi rural. Oui. Bon, l'emploi rural également qui aura tendance à baisser. Aujourd'hui, il est à 38%. Dans des pays avancés, il est de 3-4%. Mais ça va avec la modernisation du secteur agricole et à travers justement l'urbanisation. Alors ces phénomènes-là, on les remarque et ils auront tendance à s'accélérer. Alors bien sûr, il y a la question de la régionalisation, qui est également un des objectifs de notre nouveau modèle de développement, c'est la réduction des inégalités territoriales, spatiales et sociales. Encore, en fait, 70% des richesses au Maroc sont produites dans 5 régions sur 12. Là également, c'est un phénomène qui est encore là, qui est relaté. Mais sur ce plan-là, je ne crois pas qu'à court terme, les choses vont changer notablement. Donc, il y a également beaucoup d'efforts à faire pour amener des régions qui sont peut-être aujourd'hui en souffrance, notamment sur le plan de la connectivité, sur le plan de l'infrastructure, l'attractivité économique. Il y a également un effort à faire pour justement aller vers plus d'équilibre. Il n'y aura jamais un équilibre total parce que des régions comme Kazakhstan aujourd'hui, qui a 32% du PIB, il va rester dominante plusieurs décennies au niveau de la structuration économique des régions montantes comme Tanger également, qui est à 14-15%, il va le rester. Mais ce qui est souhaitable, ce qui est demandé dans le cadre des orientations stratégiques, c'est que les autres régions connaissent un élan pour réduire ces déséquilibres. Alors toutes ces informations seront relatées d'une manière actualisée par des chiffres beaucoup plus plausibles. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on attend 10 ans pour avoir un certain nombre d'informations. Au Maroc, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes qui se font, mais qui restent, je dirais, limitées à des échantillons représentatifs. Là, nous sommes dans l'exhaustivité et on s'attend à ce qu'on ait des indicateurs beaucoup plus objectifs, beaucoup plus plausibles, à partir en fait, en termes d'échéance, on parle de 2 mois après le recensement, on va commencer à avoir les premiers chiffres, au moins le nombre de la population. 6 mois, on commence à avoir des informations croisées, mais il faut attendre une année peut-être pour avoir des éléments complets, sachant que Sa Majesté a demandé à ce qu'il y ait de la célérité, de la diligence, parce que l'urgence de l'information, mais une information de qualité est importante, parce qu'on va se baser sur ces informations pour actualiser nos politiques publiques. Et c'est pour cela que Sa Majesté, dans sa lettre, a appelé à ce qu'il y ait de la célérité, de la diligence dans le traitement des résultats. Alors justement, c'était l'objet de la question suivante. Sa Majesté a donc instruit le chef du gouvernement pour que le HCP, dès l'achèvement de la collecte des données, donc je cite la lettre du souverain, dès l'achèvement de la collecte des données, d'assurer avec diligence leur traitement et leur analyse en veillant à ce que le résultat soit accessible et utilisable par les décideurs et les acteurs concernés dans les meilleurs délais. Fin de citation. Si Mohamed, bon, je sais que vous n'êtes pas derrière ce recensement ni que vous allez l'organiser, mais comment ça se passe un recensement comme ça dans le détail? Il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de déclarations, et beaucoup de prises de parole. Mais quand même 40 millions de personnes. Du HCP. Déjà, pour vous donner une idée, on parle de 78 000 personnes qui vont être mobilisés pour le recensement et 1,5 milliard de dirhams. Ça veut dire qu'on met un budget important pour ça. Deuxième chose... Pratiquement plus cher que les élections. C'est à peu près, par exemple, au Mali, il y a 10 ans, ça a coûté 11 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de 200 millions de dirhams. Dans le temps, c'était une quinzaine de millions d'habitants. Donc, alors, les 2 nouveautés qui ont été déclarées par le directeur général du HCP, c'est d'abord la technologie. Donc des tablettes reliées en temps réel avec du géoréférencement et qui permettent de transmettre la data au fil de l'eau. En temps réel. C'est-à-dire que la personne ne va pas pouvoir préparer chez elle, etc. Et donc, ça donne un avantage assez Vous avez des équipes important. en back-office qui sont derrière, qui traitent au fur et à mesure. Absolument. Et deuxième chose, il y a un questionnaire général et il y a plusieurs questionnaires qui sont spécifiques. Un questionnaire, par exemple, sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Un questionnaire spécifique sur les aides sociales. Un questionnaire spécifique sur l'environnement. Et donc, ces questionnaires spécifiques vont pouvoir
fournir des bases de données qui permettront de se projeter et de comprendre la structure. Donc, donc, on a 30 jours pour pouvoir faire ça. Alors, il y a eu des tests en temps réel et il y a eu aussi des simulations au niveau de la préfecture de Rabat-Salé pour voir un petit peu comment fonctionnent les choses. Et aussi, nouveauté, c'est que ces 78 000 personnes, dont 50 000 vont être sur le terrain, ont été formées en ligne. On n'a pas besoin de les réunir, ils ont été sélectionnés, formés, testés. Et donc, normalement, le recensement devrait se dérouler dans de très bonnes conditions. C'est le fameux « connais-toi toi-même », la sagesse grecque. C'est vous qui avez commencé à parler de cette diligence dans la délivrance des résultats. Vous en avez parlé, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est juste en complément de ce qu'a dit Hitami par rapport à l'ampleur de cette opération, par rapport à celle de 2014. En fait, à 1,5 milliard, en 2014, on avait pratiquement l'équivalent de 900 millions de dirhams. Donc ça veut dire que le budget qui est mis au service de cette opération 2024 est plus important. Et puis, le nombre en fait, de personnes mobilisées entre les superviseurs et les contrôleurs et en fait, les superviseurs, on avait pratiquement 70 000, on passe à 78 000. Ça veut dire qu'on met plus de moyens. Et puis, le fait d'aller vers des questionnaires spécifiques sur des questions précises, cela, en fait, à mon sens, s'explique par le fait et ça on le voit à travers la lettre de Sa Majesté, on inscrit ce recensement comme un outil, comme un levier fondamental pour aller dans le sens de la mise en œuvre des stratégies. Et ça, il faut le relever. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est Aziz tout à l'heure, par rapport à ce mouvement qu'a connu le Maroc depuis 2014 à aujourd'hui, en termes de stratégie. En termes de stratégies qui ne sont plus des stratégies qu'à moyen terme. Aujourd'hui, on a des stratégies à très long terme. Et tout cela a besoin de data, a besoin d'informations. Et puis, nous sommes entrés, d'ailleurs, on va certainement en parler, dans le projet social tel qu'il est voulu par Sa Majesté et dans lequel il y a plusieurs pans. Au-delà, en fait, des 4 étapes qui ont été bâties dans le projet initial, avec la couverture médicale, à travers la généralisation de la retraite, l'aide pour la perte d'emploi, il y a d'autres pans qui se sont greffés, notamment l'aide au logement, à l'accès au logement, et puis l'aide sociale. Alors tout cela a besoin d'informations. D'ailleurs, ça a été dit par Hitami. C'est une occasion peut-être de faire un arrêt intermédiaire pour voir un peu les choses, comment ils se passent, et pour justement alimenter ce projet par de l'information supplémentaire qui va lui permettre de s'ancrer davantage par rapport aux réalités telles qu'elles sont vécues par le peuple marocain. Et c'est pour cela que, en fait, s'il y a plus de moyens, s'il y a plus qu'ils soient financés aux humains, c'est parce que c'est une opération qui est en fait, solennellement dit par Sa Majesté, c'est un vecteur, c'est un levier qui va contribuer à la mise en œuvre du projet de la société et également à la concrétisation du nouveau modèle de développement. Peut-être compléter l'accès à l'information, puisque dans la lettre de Sa Majesté, Sa Majesté dit qu'il faut que ça soit vraiment accessible. Et même, il y a une citation des organismes internationaux, des partis politiques, les syndicats, les entreprises, parce que... L'ensemble des personnes concernées, je me rappelle ce passage. Quand on a une cartographie, je suis banquier et je voudrais ouvrir une agence quelque part. C'est très important pour moi de comprendre combien il y a de personnes, combien il y a d'adultes, combien il y a de personnes actives, etc. Pour n'importe quel. Je suis investisseur. Je voudrais déployer une logistique. Donc c'est l'ensemble des informations. Donc toutes ces informations. Tout ce qui est dans le détail, on peut avoir. Parce que tout ce qui est business plan, de toute façon, un business plan aujourd'hui ne peut pas être bâti si on n'a pas de la data sur le consommateur, sur les utilisateurs. Alors, restons sur la data. Sa Majesté, ça a été dit, parle de mieux connaître l'évolution démographique et socio-économique pour les 2 objectifs qui sont anticiper les besoins changeants de nos citoyens. Ça a été dit. Élaborer des politiques publiques pertinentes. Ça a été dit. Mais vous avez soulevé une question tout à l'heure. Je voudrais revenir là-dessus, Si Mohamed, sur la manière de questionner et de traiter les informations. Comment on peut orienter? Parce que nous sommes un pays à forte tradition, à forte coutume. Parler de soi, de sa famille, de ses revenus, ça pose peut-être des freins. Il y a des biais. Il y a des biais, c'est clair, et les statisticiens, les instituts de sondage les connaissent. C'est-à-dire que moi, je suis interrogé
je vais me dire, si je dis ça, je risque de perdre l'aide sociale que j'ai. Donc je vais essayer de montrer que je suis plus pauvre que je ne le suis, que je ne le suis, etc. Ou bien, si je dis que je suis, est-ce que mes informations vont aller au fisc qui va me traquer, et ainsi de suite. Donc ces questions-là existent. Alors, il y a toujours des techniques déjà pour l'intervieweur, c'est-à-dire doit dire que c'est garanti, que la loi interdit, que personne n'utilisera ces données, que c'est dans votre intérêt, etc. etc. Donc ces biais-là existent partout, mais il y a des techniques qui permettent de tempérer. Maintenant, le questionnaire, il est déjà préparé, il est déjà fait avec, je dirais, on passe d'une étape à une autre, et le questionnaire, c'est-à-dire il a été travaillé, il n'est pas improvisé par. Oui, j'imagine que ce sont des gens qui ont de bonnes connaissances, même en matière psychologique. Et les questions sont formulées de telle manière à ce qu'elles ne heurtent pas ni les croyances, ni les sensibilités, ni les. En plus de ça, le Maroc est rond, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'on fait un recensement. Mais j'imagine qu'il va y avoir une campagne de communication, de sensibilisation pour expliquer aux populations comment les choses. Et puis, la lettre de Sa Majesté appelle tous les intervenants, gouverneurs, walis, autorités, et ces gens-là sont très importants pour population aussi. Et population. Je suppose qu'il va y avoir, d'ici là, il y aura les discours de Sa Majesté, je suppose qu'il y aurait peut-être autre chose. Alors, comment mettre les gens effectivement en confiance? Parce que bon, il s'agit, quand je parlais de croyances, pas des questions d'ordre religieux, mais des coutumes, des traditions que nous avons de ne pas parler de nous, des conditions de parler de sa vie de famille, peut-être toucher à des choses. Comment mettre les gens en confiance? Et est-ce que c'est vrai que nous autres Marocains, nous sommes déjà habitués à ce genre d'opération, donc nous savons déjà ce que c'est, mais est-ce que les gens peuvent vraiment être en confiance? C'est-à-dire que véritablement, les informations qui sont là-dedans, elles restent là-dedans. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra prendre ça, comme le fisc d'ailleurs, vous avez parlé de ça, mais ce qui intéresse les gens le plus. Alors, c'est essentiellement de la sensibilisation et de la communication. Et je crois que, comme vous l'avez dit, en fait, nous sommes à la 7e opération. Le Maroc a développé une expertise sur tous les plans, au niveau de l'élaboration des questionnaires, également de l'approche avec laquelle, justement, on traite avec les personnes qu'on interviewe, mais également, au fait, le recoupement d'informations. Le recoupement d'informations qui permettent parfois peut-être de clarifier un certain nombre de choses, mais je crois que c'est essentiellement au niveau de la sensibilisation de la communication. Il faut que en fait, les Marocains comprennent que tout cela, c'est dans leur intérêt. Parce que, in fine, un recensement, c'est pour l'élaboration des politiques publiques, et les politiques publiques, c'est au service du citoyen. On parle de la santé, on parle de l'éducation, on parle de logement, on parle de l'accès à l'emploi, etc. Il faut qu'ils sachent qu'en donnant des informations fiables, ils vont permettre justement d'élaborer des politiques publiques le plus possible, adaptées à leur réalité. Mais je crois que ça, c'est le travail des intervieweurs, parce qu'ils sont formés pour ça, d'accord ? Ils sont identifiés, ils sont formés. En général, ce sont des enseignants qui ont de la pédagogie également. C'est très important parce que la dimension pédagogique est fondamentale. Et moi, je crois que globalement, il peut y avoir toujours des biais, mais globalement, je crois que l'opération découle sur des informations fiables. Ça, c'est avéré à travers... Bien sûr, et puis bon, en général, il faut qu'une confiance s'établisse. Et donc là, c'est pour ça que le début du questionnaire est toujours, c'est des questions basiques. Combien vous avez d'enfants? Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire? Et ainsi de suite. Plus la confiance s'installe, et puis bon, la campagne va expliquer effectivement aux populations que c'est dans leur intérêt, c'est pour que l'État puisse mieux comprendre leurs besoins. Et puis, il faut aussi que les gens vont comprendre, in fine, que, en général, j'ai 2 enfants qui ne travaillent pas. Je pense que c'est le moment de demander... de passer le message, effectivement. Non, mais bon, il faut dire qu'on est passé par le Covid, on est passé aussi par le RSE, etc., et que les gens, les Marocains, ont pris l'habitude quelque part de répondre à des questions qui sont des questions d'ordre intime, pratiquement. Et je pense que ce qui a été fait, et de la manière dont ça a été traité, les gens pourraient être en confiance. Alors, en 2017, 3 ans après le recensement de 2014, le HCP et le DERED, donc c'est le Centre d'études et de recherche démographique, ont élaboré une fiche synthétique sur les projections de la population et des ménages 2014-2050.
Alors, vous avez commencé à en parler tous les deux. Je commence par vous, Si Mohamed Haytami. Est-ce que ce qui a été dit en 2017, sachant qu'il s'est passé quand même pas mal de choses de 2017 à aujourd'hui, est-ce que ces projections ont été confirmées dans la réalité ou pas, ce qui permet de savoir qu'on va sur ces informations pour 2050? Ou alors il faut encore tout changer? Non, je pense que ce que dit la note, c'est que d'abord, ils se sont basés sur des normes et sur des techniques et sur des méthodes qui sont éprouvées, qui sont reconnues par l'ONU, par les différentes instances. Donc c'est une démarche qui est scientifique. Maintenant, il y a toujours une marge d'erreur. C'est effectivement ce recensement-là qui va avoir lieu en 2024 qui va permettre de dire si les hypothèses qui ont été émises sont vraies mais en général, ce qui a été dit dans ce rapport est très plausible. Monsieur le doyen, c'est comme l'a expliqué. On va le taux de fécondité, on va frôler le niveau de remplacement, c'est-à-dire plus ou moins deux enfants par femme, alors qu'on était à 6-7. La nucléarisation des ménages. Donc, vous allez avoir moins de personnes qui composent un ménage. On parle de 0,7% de moyenne de progression, c'est-à-dire on serait à 43-44 millions d'habitants. Ce sont des faits qui peuvent être statistiquement avérés, sauf, je dirais, un grand mouvement des populations et ainsi de suite. Mais ce qui est reproché un petit peu à ce genre d'études, c'est qu'elles ne sont pas la capillarité, c'est-à-dire on ne peut pas savoir comment, par exemple, la région de Haouz ou la région de l'orientale va avoir, comment vont évoluer les populations. On a ça un petit peu à l'échelle du Maroc. On pense que la migration va continuer un peu selon des chiffres, c'est des extrapolations. Ce n'est pas un constat, par exemple. Tout le monde sait qu'entre 2014 et 2024, Tanger a pratiquement s'est métamorphosé. Si on vérifie les chiffres de Tanger selon cette méthode-là, elle ne serait pas à ce niveau-là. Donc, on a besoin de projection, on a toujours besoin de vérifier à un moment donné pour voir les taux, par exemple, de mortalité et de natalité qui doivent être, par exemple, l'âge moyen passerait à 80 ans. En 2050. Et donc 80 ans, ça veut dire qu'il faut réfléchir retraite. La longévité va être de 4, 5, 6 ans. Alors pour les actuaires, c'est important par exemple pour les compagnies d'assurance qui ont des tables de mortalité, qui ont des assurances vie, les compagnies de retraite et ainsi de suite. C'est des données très importantes pour pouvoir faire des études actuarielles qui permettent de déterminer une cotisation à la retraite. Donc, même le système des retraites aujourd'hui, il est en difficulté parce qu'on a un allongement de la durée de vie et le rapport actif sur inactif est en train d'être déséquilibré. Donc, le recensement répond à ces questions-là. Mais la projection telle qu'elle est faite, alors il y a plusieurs tendances. La population urbaine passerait pratiquement 75%. On est sur le taux européen dont vous parlez tout à l'heure. On tend vers le taux Alors, européen. qui dit urbanisation, dit besoin en logement, dit exode, dit besoins sociaux, besoin de transport, besoin logistique, besoin de santé et tout ça, et d'infrastructures. Mais quand on sait que ceci va arriver, dans 50 ans, on planifie d'ici là. Et donc, il y a aussi, on vérifie qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, notamment, tout le monde sait par exemple aujourd'hui qu'au niveau de Casablanca, beaucoup d'écoles primaires ferment au centre-ville. Parce que la population a un petit peu pris de l'âge, il y a moins de naissances, et vous avez beaucoup d'écoles. Les enfants qui étaient là ont eu le bac, ils sont passés en banlieue. Qui sont vides. Et une bonne planification aurait permis d'envisager ces choses-là et de faire des transformations de ces locaux en autre chose, en sorte de formation professionnelle ou je ne sais pas. Donc, pour certains, des musées. Vous savez de quoi je parle? Alors, oui, tout ce qu'a dit Si Mohamed Haytami est bien entendu pertinent, mais vous avez commencé à parler tout à l'heure de ces chiffres-là. Mais les gens qui ont fait... Personne ne peut douter de la compétence et du sérieux. Mais quand ils ont fait cette étude, Covid, on ne savait pas ce que c'était. La sécheresse a commencé juste après. On est à la 6e année consécutive.
le Maroc est entré en Afrique, Sa Majesté a été nommé leader de la migration en Afrique, donc il y a eu un changement à ce niveau-là. Il y a eu, vous en avez parlé, le changement de Tanger avec la LGV, le TGV qui a ouvert, la bascule migratoire. Comment les gens qui ont fait ça, donc HCP et CERED, ont-ils pu avoir des résultats qui soient pertinents, alors qu'il y a toutes ces données-là qui manquent? Et comment pourrait-on continuer à faire des projections alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer? On parle encore d'autres virus, on parle de certaines incertitudes géopolitiques, on parle. Est-ce que vous pensez en un mot, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment, dans les temps qui sont les nôtres, faire des projections fiables? En fait, les projections, ils ne sont jamais fiables à 100%. Vous savez qu'au Maroc, on a vécu la période de la planification. Vous vous rappelez, au lendemain de l'indépendance, on avait les plans quinquennaux, triennaux, etc., qui arrêtaient les objectifs sur 3-5 années. Et avec le temps, il s'est avéré que ce sont des objectifs difficilement, je dirais, prévisibles sur un plan purement concret. Alors, on est passé à d'autres sortes de projections. Mais cela n'enlève pas les vertus, je dirais, d'une planification à moyen et long terme avec les moyens dont on dispose. Et ce qu'il faudrait, c'est d'essayer de cerner au maximum les environnements qu'on peut cerner et bâtir des projections sur la base des éléments dont on dispose. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout ce qui est gestion des risques, il y a moyen de les intégrer, de leur donner un pourcentage. Encore faut-il connaître les risques. Oui, mais il y a des ratios. Il y a des ratios qui sont établis au niveau mondial. On ne les connaît pas, mais c'est pas à 100% exact. Mais la dimension risque aujourd'hui, elle est intégrée dans le management, qu'il soit un management privé ou qu'il soit un management macro ou public. La gestion du risque fait partie aujourd'hui des... Alors, pour dire que malgré ces incertitudes que vous avez évoquées, c'est très important d'avoir une visibilité sur le moyen et long terme, parce qu'on a besoin d'arrêter des stratégies à moyen et long terme, au moins sur des dimensions, je dirais, vitales. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie qui s'est avérée comme un concept fondamental lorsqu'on a vécu la Covid. C'est quoi l'économie de la vie? Et d'où la souveraineté? C'est tout ce qui est produits alimentaires, produits sanitaires. Bon, ces produits-là, on a besoin de voir quelle est la concordance en termes d'évolution de la population et les besoins, au moins de l'économie de la vie. Peut-être tout ce qui est bien-être, etc., c'est important, mais le vital, il est fondamental. Et c'est pour cela que les projections, c'est toujours nécessaire. Pour le cas du Maroc, peut-être un aspect... Vous avez évoqué peut-être la présence d'économistes et de financiers. C'est la structuration de la population et quel est l'impact de ce changement qu'on est en train de vivre, notamment le vieillissement et la baisse de la fécondité par rapport à ce qu'on appelle le dividende démographique. Ça, c'est très important, le dividende démographique. Et le Maroc a une occasion parce qu'il est en pleine possibilité de profiter des vertus du dividende démographique, qui n'est pas à l'avantage aujourd'hui des pays vieillissants comme l'Europe et des pays qui ont une tendance à une fécondité très importante comme l'Afrique. Et quel est en fait ce dividende démographique? C'est la relation entre la population active et ce qu'on appelle la population dépendante. La population dépendante, c'est la population qui ne travaille pas, que ce soit des enfants à moins de 15 ans, que ce soit des personnes âgées à plus de 60 ans. Alors, il faut qu'il y ait une part de la population active importante pour supporter justement les deux franges qui sont inactives et contribuer à la croissance économique. Le Maroc aujourd'hui entre dans une possibilité à ce qu'il puisse profiter de ce dividende parce qu'il y a beaucoup de jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi. Mais en fait, on a l'exemple des pays de l'Asie qui ont profité du dividende démographique, mais il y avait en parallèle un investissement au niveau de la formation, au niveau des compétences, au niveau de tout ce qui est conditions de vie. C'est le problème sempiternel de la formation. Et c'est pour cela qu'on revient à la dimension capital humain. Et c'est pour ça qu'on revient à la dimension capital humain, parce que nous sommes dans une occasion, on va pouvoir profiter un peu de cette transition démographique, mais il va falloir qu'on donne beaucoup d'importance à la formation, à la compétence, à l'investissement, bien évidemment, à la transformation de notre économie. Et d'ailleurs, au niveau du nouveau modèle de développement, aller vers une économie plus diversifiée, plus compétitive, c'est fondamental. Le capital humain, c'est fondamental. Et c'est pour cela que ce recensement,
Et il peut également nous donner des informations sur ces dimensions qui sont des dimensions très profondes, très stratégiques. Et c'est pour cela que Sa Majesté a lié le recensement aux orientations stratégiques et aux projets de la société. Parce que cette société, c'est la base, c'est cette dimension capital humain et cette dimension orientation économique qui vont le permettre d'aller justement faire ce développement global intégré et moins déséquilibré. Alors, puisque c'est le Haut Commissariat au Plan qui est en charge de cette opération, on va un petit peu parler avec vous deux du Haut Commissariat au Plan. Dans son discours d'ouverture de la session d'automne du Parlement, nouvellement élu donc en 2021, c'était le vendredi 8 octobre, Sa Majesté avait appelé à, je cite, une refonte substantielle du Haut Commissariat au Plan dans la perspective d'en faire un mécanisme d'aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d'accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement. Alors, c'est Mohamed Haitami, cette refonte, elle en est où? Il y a eu des choses qui ont été faites. Et en quoi ce recensement va pouvoir contribuer à remettre sur les rails le NMD? Parce que, bon, on peut considérer à la décharge du gouvernement qu'avec toutes les crises qu'il y a eu, on n'est pas vraiment sur les taux qui avaient été prévus, sur les choses qui avaient été prévues. Alors déjà, le Haut Commissariat au Plan est une instance qui est un petit peu indépendante du gouvernement. Elle a sa gouvernance et, au même titre que la Banque centrale, elle dispose de ses propres moyens, elle publie ses propres organismes de gouvernance, un organisme de gouvernance indépendant du gouvernement. Moi, je pense que déjà, la manière de préparer ce recensement, les techniques qui ont été utilisées, la manière d'interroger, la data que l'on souhaite avoir témoignent de la transformation du Haut Commissariat au Plan et du rôle qu'il a. Plusieurs choses ont été ont été réalisées depuis le discours de Sa Majesté, et le Haut Commissariat au Plan a l'avantage d'abord de partager ces données et d'organiser beaucoup de conférences pour dire ce qu'il fait, sachant que c'est un travail qui se poursuit. On ne va pas dire, tiens, aujourd'hui, le HCP devient coordinateur des politiques publiques. Il accompagne et le Haut Commissariat s'est doté des outils. Et je peux vous dire que c'est-à-dire la préparation de ce recensement est une affaire extrêmement lourde, qui a nécessité beaucoup d'énergie, énormément de travail, et elle s'inscrit dans les orientations de Sa Majesté. Alors, pour revenir aux incertitudes, parce que vous avez parlé d'incertitudes, la fameuse note sur l'évolution de la population de 2014-2050 a parlé de 3 hypothèses: l'hypothèse haute, l'hypothèse moyenne et l'hypothèse basse. Ça veut dire qu'on tient compte de ces niveaux d'incertitude, mais il y a aussi toujours des certitudes. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se focalise sur les incertitudes, mais qu'on se focalise aussi sur les certitudes. Oui, bien sûr. Si on a un taux de fécondité de 2 enfants par femme adulte, si on a un nombre de vieillards, si on a un taux de naissance, on sait très bien combien on aura de vieilles personnes. Oui. On sait très bien que alors on peut se tromper de 500 000 ménages, mais finalement on passe de 7 à 13 millions. Donc on a besoin de 6 millions de logements. Sur les 25 prochaines années. Si on a un taux d'urbanisation de 75% au lieu de 60 aujourd'hui, ça veut dire que vous avez un transfert de population avec des besoins en éducation, des besoins en logement, des besoins en santé, des besoins en hospitalisation et ainsi de suite. Donc si vous basez déjà sur tout ça, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'avoir des politiques publiques, de regarder leur impact. Et les zones d'incertitude sont corrigées au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il y a bien sûr des enquêtes, il y a des tas d'études qui sont en train d'être faites aussi avec les organismes internationaux qui sont ici. Et l'avantage du Maroc, c'est que nous sommes un pays très transparent. C'est-à-dire que la data, elle est accessible, elle est partagée. Et je peux vous dire que dans certains pays, les données sont très contrôlées. Et elles sont, je dirais, parfois manipulées, pour l'avoir vécu dans d'autres. Donc ici, la data, elle est vraiment partagée et elle est corrigée au fur et à mesure. C'est comme lorsque vous êtes en train de conduire une voiture. Vous avez la météo, vous ne connaissez pas l'état de la route. C'est au fur et à mesure que vous allez... Vous découvrez. Vous savez qu'il fait bon ou mauvais, mais au fur et à mesure, vous vous adaptez. Alors, c'est Abdeltef Komat.
À vous, le Haut Commissariat au Plan, il y a eu des choses qui ont commencé à être faites. Maintenant, bon, c'est vrai que depuis 10 ans, 15 ans, on s'est véritablement habitué à cet outil de gouvernance, cet outil d'information. Les informations, il y a des documents qui sortent régulièrement, avec ce fameux document sur les indicateurs sociaux, c'est sur plusieurs dizaines de pages. Est-ce qu'il y a eu déjà un début? Il y a eu des réunions entre Ahmed Halimi et Aziz Akhannouch, chef du gouvernement. Est-ce que ça a commencé déjà, une refonte de ce... En fait, nous, en tant que, je dirais, observateurs et en tant qu'utilisateurs, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, en termes d'information, d'ailleurs, on a l'occasion souvent d'analyser les rapports de ACP, il suit les grandes tendances. Aujourd'hui, l'emploi, l'inclusion, la dimension territoriale, en fait, tous ces grands chantiers tels qu'ils sont en fait aujourd'hui tracés pour le développement du Maroc, il y a un suivi en termes d'information. C'est en ce sens-là qu'on peut relever ce cadrage entre ce que fait le ACP et les objectifs stratégiques du pays. Maintenant, en termes de gouvernance, des choses en interne, ce sont des aspects en interne. Bien sûr, il y a cette indépendance qu'a relevé c'est Hamid qui donne justement une personnalité au ACP, notamment en termes de neutralité, en termes, je dirais même d'indépendance par rapport au gouvernement. Ça, c'est salutaire parce qu'on a besoin justement... on voit parfois les joutes qu'il y a entre le gouvernement et le ACP. Mais c'est de bonne guerre. C'est régulier. Oui, c'est de bonne guerre et c'est bien parce qu'il y a un débat et chacun essaie d'expliquer et d'argumenter. En général, ce sont des approches, je dirais, qui sont différentes, qui donnent des chiffres différents. Mais c'est bien, en tant qu'utilisateur, d'avoir des différents angles d'analyse. Alors, la deuxième partie de votre question, c'est par rapport au nouveau modèle de développement. Oui. C'est que comment est-ce que ce recensement peut contribuer justement à l'opérationnalisation, à la concrétisation du NMD. Moi, je crois que c'est très important. C'est très important parce que si on voit un peu le nouveau modèle de développement dans le document fait en termes de synthèse, il y a deux approches. L'approche, tout d'abord, d'écouter le citoyen. Et je crois que c'est très important, justement, pour aller vers les objectifs du nouveau modèle de développement, c'est d'aller dans le sens de répondre aux attentes du citoyen. D'accord, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a relevé comme grandes attentes? Il y en a 4. Tout d'abord, bien sûr, et ça revient toujours, l'éducation. D'accord, l'éducation, la santé, tout ce qui est mobilité, et transport, ça c'est fondamental. Et il y a la dimension culturelle et épanouissement, surtout chez les jeunes. Les jeunes ont besoin de s'épanouir, ont besoin de faire du sport, etc. Moi, je crois que le recensement va nous donner aujourd'hui des informations pertinentes sur toutes ces dimensions. Quelle est aujourd'hui la situation, par exemple, de l'abandon scolaire? Vous savez qu'on a beaucoup avancé au niveau de la généralisation de la scolarisation, mais de l'autre côté, il y a des chiffres. Aujourd'hui, on parle de 300 000 abandons chaque année. Quelles sont les raisons? On a mis en place des programmes étatiques lorsqu'on a mis en place des CIR pour amener les familles justement à les soutenir pour qu'elles gardent. Mais les résultats ils sont mitigés. Moi, je crois que c'est très important. Ce genre de questions, ils seront certainement posées aux familles par rapport au cas où il y aurait des abandons. Quelles sont les raisons? C'est fondamental. Bien sûr, il y a la dimension santé, il y a la dimension mobilité. La mobilité, il pose beaucoup de questions également. Ça, c'est sur le côté citoyen. Et puis, il y a tout ce qui est stratégique, tel qu'il a été arrêté par le nouveau modèle de développement. Il y a bien sûr la dimension économique fondamentale. Allez, plus de diversification. Là également, certainement, il va y avoir des questions sur le volet économique. Il y a le capital humain, avec toutes ces dimensions, sanitaire, formation, etc. Alors, il y a la dimension de l'inclusion. L'inclusion, elle est fondamentale. Et il y a la dimension territoriale. Aujourd'hui, aller vers plus d'équilibres territoriaux, ce sont les grands sujets, les grands axes stratégiques. Le recensement va nous donner des informations par rapport à l'évolution de ces différents paramètres. Et c'est pour cela qu'on peut considérer que le recensement nous permettra un arrêt, par voir un peu ce qu'on a fait depuis 4 ou 5 ans, en 2021, où le nouveau modèle de développement a été présenté à Sa Majesté. Mais nous avons encore aujourd'hui, nous sommes 2024 à 2035, une dizaine d'années pour essayer, vous l'avez dit, de rattraper peut-être des choses. On parle de taux de croissance de 4 à 6 %. Aujourd'hui, on annonce déjà 4 % cette année, c'est bien,
mais il va falloir qu'on aille vers 6%. Quels sont les vecteurs, etc. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait cet arrêt, parce qu'il va nous permettre d'avoir des informations qui vont nous aider à aller dans un dernier mot, il nous reste 2 minutes. Un point où le HCP pourrait faire beaucoup plus d'efforts, c'est dans la macroéconomiquement, c'est bon, dans les micro-études, dans les micro-analyses, dans le détail. Et j'imagine qu'avec les progrès de la technologie, de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on va consulter le HCP pour des questions, je ne sais pas moi, sur la femme par exemple, l'emploi des femmes, ou sur l'emploi des enfants, sur des sujets globaux, alors que peut-être on a besoin d'analyses et d'études spécifiques, soit sur une région, soit sur une catégorie. Et j'espère que les statuts du HCP lui permettront d'aller vers cette granularité pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon endroit et vis-à-vis des bonnes personnes. Voilà ce qui peut Très être, bien, merci à vous deux, merci Mohamed Haytami, merci Abdeltif Komat, merci à vous de nous avoir suivis dans ce débrief et rendez-vous donc pour le recensement du 1er au 30 septembre. D'ici là, à la semaine prochaine.